On nous a vanté les mérites d'une économie sans industrie. Le résultat est là. On s'enfonce dans la crise, la croissance pique du nez, le chômage explose. Est-ce cette Europe que nous voulons construire? Il n'y a que l'Allemagne qui s'en tire, et ce n'est pas un hasard. C'est la plus industrialisée de toutes. Et puis il y a les États-Unis qui nous narguent après la crise financière qu'ils nous ont affligée. Ils se réindustrialisent grâce à l'énergie bon marché du gaz de schiste. Les fermetures d'usines ne sont pas une fatalité. Nous aussi, nous pouvons renverser la vapeur et donner du travail à nos enfants. Les atouts ne manquent pas, mais il y a des choix à faire pour que notre industrie se redresse avant qu'il ne soit trop tard. Et que le Made in Belgium continue d'exister. La Belgique a été une terre de grande industrie. Le textile, par exemple, a fait notre renommée dans le monde entier. Jamais on n'aurait imaginé que cette industrie puisse disparaître. La ville de Rennais, à elle seule, a compté plus de 100 fabriques de tissus. Il n'en reste plus que 3 aujourd'hui. Faillite et délocalisation sont passées par là. Jean-François Gribaumont refuse de rendre les armes. À la tête du Texbel, il se bat pour la survie d'une qualité européenne. Il dénonce la guerre des prix que se livrent les grandes chaînes de vêtements. Il les accuse d'affamer la planète. Les dés sont pipés. Mais ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est le pantalon à 120 ou 130 ou 150 euros de la marque X, Y ou Z, dont le coût est de 8 ou de 10 euros parce qu'on a pressuré le monde entier pour augmenter cette marge entre les 120 euros qu'on vend et les 8 et 10 euros qu'on achète. Là réside particulièrement le scandale. Pour faire ce pantalon, il faut que la nature soit complètement mise à plat et que les gens qui le fabriquent soient dans la misère la plus grande. Sinon, on ne peut pas arriver à ce prix-là, tenant compte du prix de la matière, tenant compte du prix du coton. Les Chinois sont passés maîtres sur le marché du coton. Et depuis, les prix ont augmenté de 40%. Le coût des matières premières est l'un des éléments clés qu'un industriel doit maîtriser pour être viable. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les salaires, l'énergie et les investissements pour innover. Dans les coûts, ce qui est plus dur, bien entendu, c'est le problème de compétitivité au point de vue coût de la main-d'œuvre. Non pas que la main-d'œuvre est bien payée, ce qui est un scandale d'ailleurs, parce que pour moi, mon ouvrier, il est mal payé aujourd'hui. En net, il a du mal à subsister. Et par contre, son coût est parmi les plus élevés au monde. Il y a vraiment un problème fondamental qu'il faut régler d'urgence. Il y a l'énergie qui est plus chère que dans le reste du monde. Et puis il y a aussi toutes les tracasseries administratives énormes. Je vous donne un exemple. Pour changer une porte dans une société, il faut 21 à 22 signatures différentes. Jean-François Gribaumont n'est pas le seul à s'indigner. Henke van den Dries est un collaborateur de la première heure. Il croit en son usine. Ce que vous sentez, c'est le coton, je pense. Le coton, le tissu, c'est un produit naturel, c'est un produit vivant. J'ai commencé il y a 27 ans. Je n'ai jamais cru que j'allais tenir si longtemps. Je pensais, bon, 2-3 ans, un peu d'expérience et puis on fait autre chose. Mais c'est viral, c'est plus fort que moi, je pense. Et la plupart des gens qui travaillent chez nous, à UTexBel, mais je pense dans le textile, ce sont des passionnés. Ce sont des gens qui savent pas faire autre chose. Hein. C'est sous leur peau, quoi. UTexBel a perdu quelques emplois, mais on a gardé presque notre même chiffre d'affaires, mais les produits sont complètement changés. On est devenu beaucoup plus technique, beaucoup plus high-tech. On est dans l'aérospatial et dans le médical. Avant, quand j'ai commencé, on était dans les vêtements de pluie. Point. Vous voyez, ça c'est le camouflage de l'armée française. On fait, disons, presque toutes les armées européennes. Et à côté de ça, on fait aussi les pompiers dans tous les pays, les polices, chemises, pantalons, vraiment, c'est notre grande force. La plupart de ces tissus partent à l'exportation. C'est ça la force de l'industrie. UTexBel vend jusqu'à 80% de ses produits à l'étranger. Elle contribue du même coup à enrichir le pays, en faisant croître le produit intérieur brut. Ici, le moindre mètre de tissu est testé pour voir s'il résiste à l'eau, au feu, au lavage.
Il faut être sûr qu'il ne met pas la santé des consommateurs en danger. Autant de précautions qu'on ignore en Asie. Pas étonnant alors d'être meilleur marché. Il y a chez nous une traçabilité qui mérite d'être reconnue. Depuis des années, la grande distribution cherche à camoufler ses intérêts et on ne veut pas dire aux consommateurs d'où vient le vêtement. Ce que nous demandons, c'est que le consommateur ait le droit de savoir que quand il achète quelque chose, c'est produit en Europe ou c'est pas produit en Europe. C'est produit décemment ou c'est pas produit décemment. Aujourd'hui, c'est la marque et on ne vous dit pas d'où viennent les choses et on ne vous dit pas si les gens ont été exploités pour le faire. On arrive à un système que dans ces pays-là, les pays en voie de développement, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et en Belgique, les gens disparaissent dans l'industrie, perdent leur emploi et vont au chômage. À défaut d'un label européen, nos industriels n'ont d'autre choix que d'innover. Ils doivent sans cesse créer et développer de nouvelles applications, dans les textiles intelligents par exemple. Ils savent que ce qui est difficile à copier restera leur propriété et leur force. Ça, c'est un produit typiquement Utexbel, spécifiquement breveté par Utexbel. Donc, c'est un produit qu'on a développé ensemble avec l'armée française et allemande, les deux. C'est un produit qui protège contre les moustiques et les tiques, très important pour nous. On est les seuls en Europe qui peuvent le faire. Et c'est vraiment le cœur de notre métier, et ici dans cette petite bouteille. Cette capacité d'innover est aussi le propre de notre industrie. Elle est indispensable pour résister à la concurrence des pays à main-d'œuvre bon marché comme la Chine ou le Bangladesh. Indispensable pour préserver nos manufactures et maintenir notre niveau de vie. Ce que nous demandons, c'est un contexte politique, à la fois au niveau européen et au niveau belge, favorable aux industries, favorable et pas défavorable. Nous demandons une énergie compétitive. Et nous sommes sûrs qu'avec ces deux atouts-là, il y aura encore une industrie en Belgique et en Europe du textile, parce qu'elle a tous les atouts pour réussir si on leur donne un climat favorable et positif. Mais il faut faire vite. Avec 20 000 emplois sur 200 000 après-guerre, le textile belge est entré dans sa dernière zone de résistance. Une autre industrie a fait la renommée de la Belgique, c'est le verre. Moustier est un des berceaux de ce savoir-faire aujourd'hui menacé. Les bateliers acheminent le sable des verriers. Ils se sont longtemps battus pour aller livrer dans les usines de la région. Aujourd'hui, André Gire est un des derniers à remonter le fleuve. Dans le temps, il y avait Carlam, qui existe encore maintenant. On chargeait des bobines pour la France. On chargeait pour la région parisienne, la région rémoise, Contrisson. On a chargé des milliers de tonnes. Maintenant, il n'y a plus un kilo qui sort pour l'étranger. Et on a essayé de moderniser les bateaux pour faire des transports, et ça n'a jamais abouti. Donc on a investi pour être compétitif. Et ce qu'on a investi est en train de pourrir sur un tas. Et vous alliez chez Saint-Gobain avant ? Avant, on allait chez Saint-Gobain, oui. On était dispatchés, donc il y avait 5 bateaux qui allaient sur Saint-Gobain. Quand ça tournait, il y en avait 12 qui tournaient ici sur AGC. Et puis, bon, Saint-Gobain a arrêté, donc c'est 5 bateaux en moins. Et ici, du fait qu'il y a eu des fours arrêtés en cocon, ben, c'est 7 bateaux en moins, donc voilà. Cette usine d'AGC, ex-Glaverbell, est un véritable monument. Elle a été la plus grande cracheuse de verre du monde. La première à s'équiper des nouvelles techniques de vitrage en Europe, la dernière à en vivre dans la région. Ici, ce n'est pas tant la concurrence asiatique qui inquiète, mais plutôt la crise, parce qu'elle réduit la consommation de vitres, de pare-brise ou de panneaux solaires. Les fours à verre sont de grosses machines. Quand ils sont lancés, impossible de les ralentir. Les hommes doivent continuer à enfourner du sable pour en sortir des feuilles de verre. On fait corps avec le verre, c'est tout. On fait corps avec l'outil. On ressent les choses. C'est fantastique. Écouter, regarder, sentir le verre, en soi, ça fait partie de notre travail. C'est ce qui fait un bon verrier. Le ressenti. Et la gestion de tous les paramètres, évidemment. Sergio Sartori a connu cette usine quand il était enfant.
et il ne l'a jamais quitté depuis. Même s'il est appelé aujourd'hui à allumer de tels fours au Brésil et dans d'autres pays émergents, il tient à cet outil comme à la prunelle de ses yeux. C'est une usine de passionnés. C'est ça qui fait la force du site de Moustier. Ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font, c'est des gens passionnés par leur métier. Mais la passion n'a pas suffi face à la chute des commandes. En février 2013, il a fallu arrêter l'un des 4 fours de l'usine, alors qu'il tournait depuis 19 ans en continu. Autant dire une cathédrale de feu qui s'est éteinte d'un seul coup. On ne l'a pas senti venir, on l'a appris juste 2-3 mois avant que ça serait la ligne 3. La crise est arrivée assez vite et nous sommes passés d'une année où il y avait de la production sur toutes les lignes à une année où ça a été un peu moins bien. Malheureusement pour nous, malheureusement pour le personnel qui a travaillé ici, c'est cette ligne-ci qu'il a fallu arrêter. Ça fait toujours mal au cœur de la voir. Surtout quand on sait ce qui s'est passé ici, le travail qui a été donné et la tristesse lors de la fermeture du personnel, qui avait tout donné pour sa ligne et qui, malgré ça, a dû se résoudre à refroidir le four tout doucement et essayer de le maintenir. Le directeur de l'usine, Bernard Klein, a dû annoncer l'arrêt de la production et le licenciement de 170 personnes. Avant l'arrêt, il y a toujours un espoir de trouver une solution. Les travailleurs imaginent, c'est un coup du sort, mais ça va revenir, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mais rien ne s'est passé, la crise est restée, donc il n'y a pas eu de miracle. Donc l'arrêt a vraiment marqué, je pense, la fin des illusions pour certaines personnes. Et puis après, il a fallu faire son deuil de la ligne et arriver à un accord avec les partenaires sociaux pour répercuter l'impact de cette ligne-ci sur l'ensemble de l'usine, réorganiser les choses pour avoir un effectif adapté aux 3 lignes qui nous restaient, et surtout mettre ces 3 lignes dans une position de compétitivité telle qu'on puisse en assurer la survie. Vous espérez encore? Un peu. Secrètement, dans le fond, dans notre esprit, on y pense toujours un peu, mais on est plus préoccupé par le maintien des 3 lignes à l'heure actuelle, vu la crise. Ensuite, s'il y a une reprise, on y pensera de plus en plus fort. Oui. C'est un feu qui n'est pas encore éteint. L'usine continue depuis à tourner avec des effectifs réduits. À chaque crise, des emplois disparaissent, mais cela n'empêche pas les volumes d'augmenter. Un homme produisait 18 kg de verre par heure il y a 50 ans. Il en produit 120 aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les gains de productivité. Ils sont énormes, grâce à l'automatisation de plus en plus poussée des tâches. C'est une des caractéristiques de notre industrie, de réduire sans cesse ses coûts. Et c'est une nécessité. Les Européens n'ont que ça pour se battre. Si on travaille sur la main-d'œuvre, on est loin d'être compétitif, on est directement distancé, mais déjà dans un premier temps par les pays d'Europe centrale et les pays de l'Est, mais aussi maintenant par d'autres pays comme la Chine. Donc notre seul moyen de nous battre, c'est d'optimiser au maximum nos coûts et pour ça, inévitablement, essayer de réduire l'impact de la main-d'œuvre au niveau du coût de production. Mais la productivité a ses limites. Elle permet de réduire les coûts salariaux, mais pas de relancer la demande. Et il est difficile de savoir quand la crise prendra fin. Moi, j'ai pas une boule de cristal qui permet de voir aussi loin que cela. On croit que ça va reprendre et puis ça reprend pas. On croit un peu que les prix vont remonter parce qu'on dépend aussi des prix, que les prix vont remonter, les prix remontent pas. Et donc la situation ne s'améliore pas spécialement pour l'instant. Malgré les efforts qui ont été consentis par la plupart des producteurs verriers en Europe qui ont réduit leur capacité de production et qui l'ont adapté aux besoins du marché. Mais quand on voit le marché de la construction en Italie, en Espagne, en Grèce, il n'y a pas grand-chose qui reprend. En une année de temps, le marché de solaire s'est complètement effondré. Ce sont des grosses quantités de verre qu'on n'a plus à produire. Est-ce que les Européens auront encore leur mot à dire dans ce marché-là ou est-ce qu'on sera uniquement dépendant du marché chinois? J'en sais absolument rien. Ce qui est sûr, c'est que les 500 millions de consommateurs européens ne sont pas délocalisables. Il faudra toujours leur fournir du verre pour remplacer fenêtres et pare-brises. Le tout est de savoir quand ils repasseront à l'achat. J'ai quand même bon espoir que d'ici 2 ans, on soit sorti de cette crise et qu'on reprenne, en tout cas avec ceux qui auront survécu, qu'on reprenne de manière tout à fait correcte. Ici, le seul coup de pouce pour alléger les coûts doit provenir de la productivité et de l'innovation. C'est ce qui peut faire la différence face à une concurrence européenne exacerbée.
l'automobile est un gros utilisateur de verre et elle est bien malade aussi. L'usine de Forêt fait figure de miraculée en Belgique. Elle a échappé de justesse à la vague de fermeture qui a touché Ford à Genk, Opel à Anvers et Renault à Vilvoorde. Mais il ne reste plus sur le site bruxellois que 2000 salariés, là où Volkswagen en employait plus de 5000. Et quand Audi a repris l'outil, il a exigé une compression des coûts de 20%. Le constructeur allemand a imposé une modération des salaires et un allongement du temps de travail tout en poussant la robotisation à son extrême. Il n'accepte plus de payer 41 € de l'heure en Belgique, quand il n'en paie que 35 en Allemagne. On pourrait multiplier les exemples. Notre industrie se réduit comme peau de chagrin. Tous les chiffres le montrent. L'emploi manufacturier a été réduit de moitié ces 50 dernières années en Belgique, et l'industrie ne contribue plus qu'à 13% de la richesse nationale. C'est aussi le cas dans les pays voisins. Il n'y a que l'Allemagne qui fait exception, avec une industrie qui pèse 22% de son produit intérieur brut. Cela vaut la peine de s'y intéresser. En Allemagne, l'industrie automobile est en pleine santé. Le groupe BMW, par exemple, vante en plein cœur de Munich la qualité de ses véhicules haut de gamme. Il vient de racheter les marques Rolls-Royce et Mini. Il expose ses modèles dans un prestigieux complexe architectural avec showroom, musée et magasin. Et le succès est au rendez-vous. Les ventes de BMW décollent, alors qu'elles plongent chez les concurrents français. L'Allemagne a inventé la voiture. Alors je crois que c'est dans leur gène. Ils veulent avoir d'excellentes voitures. Et il y a eu un sondage récemment, organisé par une association automobile, où on a demandé aux Allemands quelle marque ils préfèrent. Ils privilégient toujours les marques allemandes. Et pour moi, c'est lié au Made in Germany, à ce besoin qu'ils ont de perfectionner le moindre détail. Cela fait 24 ans que je vis en Allemagne. Ils ont un incroyable souci du détail. Et je crois que c'est une des clés de leur succès. Chaque jour dans cette société, nous disons à nos employés que c'est une nouvelle société. Vous devez penser à tout, vous devez questionner et oser tout remettre en cause. L'objectif est de tirer le meilleur de chacun. Pour passer de la salle d'exposition à l'usine, il n'y a qu'un pont à traverser. Et le grand public n'hésite pas à le franchir. Tous les jours, écoliers et visiteurs se pressent entre les lignes d'assemblage pour voir comment les voitures sont construites. La grande industrie mobilise l'opinion. Hans Huber parle avec fierté des dernières innovations réalisées sur les chaînes de montage. Ce que nous voyons ici, c'est la chaîne de montage. C'est le bas de caisse de la voiture. C'est un bon exemple d'un poste de travail ergonomique. Nous avons mis au point ce système avec un fabricant autrichien de télésièges. BMW est toujours à la recherche de solutions les plus adaptées pour faciliter le travail de ses ouvriers. Cette recherche perpétuelle de performance et de solutions, c'est l'un des éléments du Made in Germany. Il y a bien sûr aussi la philosophie de précision de BMW. Par exemple, nous avons des process de fabrication bien synchronisés. La qualité est importante pour nous. Nous faisons beaucoup de contrôles. Et puis, nos collaborateurs apportent leur contribution. Ils viennent avec leurs propres solutions. Cette coopération se retrouve aussi entre les patrons et les syndicats. C'est aussi ça qui fait la qualité du Made in Germany. Je crois qu'à court terme, ni chez BMW, ni chez les autres constructeurs, nous n'avons à craindre qui que ce soit. La capacité d'innovation technologique de nos ingénieurs restera sans doute inégalée pendant des décennies. L'investissement en recherche et développement est énorme. Le laboratoire est juste à côté de l'usine et les techniciens orientent des chercheurs. Ils accueillent aussi des étudiants. C'est le fameux système de formation en alternance qui se pratique ici depuis 50 ans.
Je fais des études d'ingénieur commercial. C'est un domaine entre l'économie et l'univers technique. Donc je suis ici pour observer l'univers technique. Pour le moment, je suis dans le laboratoire de recherche robotique. Et le but est bien sûr de trouver de nouvelles options pour l'avenir. L'opportunité pour notre entreprise, c'est de pouvoir travailler avec des jeunes pleins d'idées. Ils n'ont pas peur de la technologie. Ils adorent jouer avec ça. Ils sont nés dans le digital. Ils ont l'habitude des nouvelles techniques. Nous entrons en contact avec eux très tôt, lorsqu'ils sont encore étudiants. Et nous repérons ceux qui ont le plus de potentiel, ceux qui pourraient devenir des partenaires à long terme, quand ils seront doctorants. Une autre clé de notre succès, c'est bien sûr nos employés. Entre 2007 et 2012, nous avons investi 1,2 milliard d'euros dans des formations professionnelles et de leadership. C'est vraiment la clé. Il faut que vos employés soient bien formés, qu'ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Il y a sans cesse des nouveautés et il faut qu'ils soient prêts à y faire face. C'est aussi ça qui fait la réussite de cette entreprise. C'est parce qu'elle a beaucoup investi dans la formation et la qualification du personnel que l'industrie allemande a pu monter en gamme. Elle offre des produits à plus haute valeur ajoutée, qui se vendent plus cher et qui résistent donc mieux à la concurrence et à la crise. C'est l'une des raisons du succès allemand. Mais il y a aussi la cogestion à la tête des entreprises. Les syndicats sont associés aux décisions stratégiques du management. Cela réduit les risques de restructuration arbitraire et les grèves intempestives. C'est aussi ce qui a permis d'imposer une modération générale des salaires il y a 10 ans pour rendre les exportations allemandes plus compétitives, en évitant toutefois dans les usines les mini-jobs qui se multiplient dans les services. Et puis, un autre atout. La plupart des entreprises allemandes ont encore à leur tête un actionnaire familial qui assure leur pérennité. C'est vrai dans les PME, mais aussi dans les grands groupes comme BMW. Hello, do you know the i3 already? Do you know? It's completely electric. Yeah. Personnellement, je ne parlerai pas d'un miracle. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était dévastée. Et quand le plan Marshall est arrivé, les Allemands ont travaillé très dur. Ils ont sué sang et eau pour reconstruire leur pays. Et une des clés quand le plan Marshall est arrivé, c'est que le gouvernement a choisi d'investir à long terme, plutôt que de tout dépenser tout de suite. Et il a fallu un moment pour que ça prenne. En plus, dans une société comme BMW, lorsqu'il y a une crise, personne ne panique. Pour nous, une crise, c'est une opportunité. Ça permet de faire changer les choses. Parce que nous savons que tôt ou tard, toutes les crises prennent fin et qu'il faut être les premiers sur le terrain quand le marché reprendra. On ne peut pas rester passif. Il faut toujours aller de l'avant. Bien sûr, le modèle allemand n'est pas sans reproche et il n'est pas reproductible comme tel. Mais il a le mérite de faire de l'industrie sa priorité. Il apporte une réponse qualitative à la question des coûts salariaux qui plombent nos entreprises. La politique industrielle des Allemands aurait-elle permis d'éviter l'hécatombe dans nos bassins sidérurgiques? L'usine Industeel est une des dernières à pouvoir le dire, après les milliers d'emplois perdus à Liège et à Charleroi. Intégrée dans le groupe ArcelorMittal, Industeel a survécu grâce à son choix de produire des aciers spéciaux à haute valeur ajoutée. Mais sa direction tire la sonnette d'alarme. Elle dénonce des règles du jeu inégales en Europe. Et ce ne sont pas tant les salaires qu'elle vise, mais surtout le coût de l'énergie. Un poste qui compte, puisque le four de l'usine consomme autant d'électricité que 100 000 habitants. On est quand même fortement pénalisé au niveau des coûts énergétiques. Savoir que sur la valeur ajoutée de nos produits, ça représente 30%.
Alors de 2002 à 2013, il faut savoir que nos coûts énergétiques ont quadruplé. On est passé de 1 à 4. Alors ce qui est gênant, nous sommes présents sur le marché européen. Nos principaux concurrents sont européens, sont allemands, sont autrichiens, sont suédois, sont français. Et par rapport à nos pays limitrophes, nous sommes fortement pénalisés. Par exemple, notre coût d'électricité est 24% supérieur à celui de l'Allemagne. Et pourquoi est-ce qu'ils payent leur électricité moins cher? C'est principalement lié aux taxes et aux coûts de transport. Nous payons le même prix, tous les Européens payent le même prix de l'électron à 1 ou 2 euros près. Mais la grosse différence vient des taxes fédérales, régionales et du soutien aux renouvelables. Sur le coût de l'énergie aussi, l'Allemagne a trouvé une réponse. Elle en réduit la charge pour les grands consommateurs industriels. Question de priorité politique, encore une fois. Nous demandons un geste des politiques, au moins d'abord se comparer. Nous, quand on gère une société pour prendre des décisions, on analyse, on fait des benchmarking, des comparaisons entre les pays. Faites ces comparaisons et vous verrez que nous ne mentons pas, mais que la différence est significative et peut amener à une mort de nos entreprises si vous n'agissez pas. Par rapport au gaz, l'Allemagne a un prix du gaz inférieur de moins 15%. Et ne parlons pas des États-Unis, du Canada, qui ont un prix du gaz défiant toute concurrence, puisque là on est à moins 66% sur les États-Unis et sur le Canada par rapport à la Belgique. Des prix du gaz 3 fois moins chers aux États-Unis. C'est à peine croyable, mais c'est vrai. On va le voir au Texas et dans l'Ohio. Il s'est produit là-bas une véritable révolution énergétique. Cette révolution porte le nom de shale gas, ou gaz de schiste. Ce gaz non conventionnel est une énergie bon marché qui booste toute l'économie du pays. C'est aussi une matière première bien moins coûteuse que le pétrole pour fabriquer les plastiques. Et c'est tout bénéfice pour la pétrochimie. La région de Houston, dans le golfe du Mexique, est la première du monde dans cette industrie. Elle en profite pleinement. Je m'appelle Greg Masoka et je suis responsable de l'usine pétrochimique BASF Total de Port Arthur, ici au Texas. Le gaz de schiste a vraiment relancé l'industrie chimique. Cette usine a été construite par BASF et Total et au départ, elle produisait du naphte à base de pétrole brut. Mais quand le gaz de schiste s'est développé, c'est devenu une matière première moins chère que le pétrole brut. Maintenant, nous avons adapté notre usine au gaz de schiste, que l'on fait venir sous forme liquide pour le craquer, et c'est plus rentable. Personnellement, je ne m'attendais pas à un tel changement. Si vous m'aviez demandé cela il y a 10 ans, je n'aurais jamais pu le prévoir. C'est un renouveau, une renaissance. Ça a complètement changé la donne de l'industrie chimique américaine. Et c'est une très bonne chose. Cela ne concerne pas seulement l'industrie chimique, mais aussi toutes les autres chaînes de production qui se servent de nos produits comme matière première. Ça affecte toute l'économie et ça crée plein d'emplois. L'économie redémarre. L'industrie ne pèse plus guère que 13% du PIB américain, mais elle remonte sensiblement dans la création de richesses nationales. Avec l'arrivée des gaz de schiste, des régions renaissent, comme celle de Pittsburgh, dans l'Ohio. Des usines qui avaient délocalisé en Asie reviennent, et d'autres se créent. Cette région ressemblait à s'y méprendre à nos bassins sidérurgiques dévastés. Les dégâts de la crise font partie des mauvais souvenirs. Je m'appelle Travis Cagnet. Je suis responsable des sites d'exploitation pour Total aux États-Unis. Voici l'ancienne usine de céramique à droite. C'est un bon exemple quand on parle de dégradation de l'économie. On voit bien le contraste quand on roule sur le Harrison. L'industrie est en train de revenir dans cette région. Les gens reviennent.
Ils sont en train de former du personnel pour travailler dans cette région. Ils ont engagé beaucoup d'équipes locales. L'exploitation du gaz de schiste démarre avec une plateforme de forage comme celle-ci. Il en existe des centaines aux États-Unis. Can I ask why he's filming me, if you don't mind? Yeah, so it's for a Belgium documentary. Oh. So you'll be on TV in Belgium. So smile big. Okay. Il s'agit de creuser des puits à près de 3000 mètres de profondeur, jusqu'à trouver des poches de gaz ou de pétrole qui sont enfouies dans la roche-mère. La plateforme de forage va forer verticalement sur 8500 pieds. Et puis, avec ce qu'ils appellent le kick-off, le coup d'envoi, ils vont commencer la partie horizontale. Ces foreuses sont conçues pour le gaz de schiste, et elles peuvent se déplacer très vite. Il y a 6 puits sur ce site. On perce le numéro 1, puis le numéro 2, et ainsi de suite jusqu'au 6e. Ça, c'est le numéro 3. Il faut forer plusieurs puits pour aller fracturer le schiste et libérer le gaz en injectant dans les tuyaux de l'eau, du sable et des détergents sous haute pression, comme on le ferait avec un Karcher. C'est la technique de la fracturation hydraulique. Elle est jugée dangereuse en Europe pour les risques de pollution qu'elle présente, mais elle est pratiquée tous les jours depuis 10 ans aux États-Unis. D'ici, on peut déjà voir les engins de fracturation sur la gauche. La fracturation hydraulique dure de 6 à 8 semaines. Des ingénieurs français sont sur les chantiers des opérateurs locaux. Ils font là-bas ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. On fore énormément de puits. Je sais qu'on en a foré plus de 200 l'année dernière. On est parti sur les mêmes bases cette année. Ça va très vite et c'est toujours intéressant de voir comment les Américains font. Peut-être pour s'en inspirer, pour reproduire la même chose en France ou ailleurs. Et vous, Français, venir ici dans le gaz de schiste alors qu'en France c'est interdit, c'est pas un peu bizarre? C'est un peu bizarre, c'est effectivement, surtout par rapport à mes collègues qui sont en France, qui me disent tu vas travailler pour le gaz de schiste, c'est le mal, etc. Mais au moins, je sais comment ça se passe ici, je me suis beaucoup renseigné, j'ai parlé à beaucoup de gens. Et quand je rentre en France, je leur explique vraiment les choses. Je leur dis que ne faut pas croire ce qu'on vous dit à la télé. Il ne faut pas diaboliser la chose alors que c'est pas vraiment différent de ce qui se passe dans le conventionnel. Et comme dans l'exploitation conventionnelle du gaz ou du pétrole, les puits sont à peine visibles quand la production est lancée. Le gaz est acheminé par pipeline vers les usines de traitement. Le va-et-vient des camions nécessaires à la fracturation hydraulique aura duré 2 mois. La tâche la plus importante, c'est de collaborer avec la communauté locale et notre opérateur Chesapeake y contribue. Avant de commencer, il faut aller voir les autorités pour expliquer notre projet, dire comment fonctionne le forage et la fracturation. Le plus important, c'est la communication. Si les gens comprennent ce qui se passe et pourquoi on le fait, tout est beaucoup plus facile. Le problème de l'eau, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr si je... Bon, comment est-ce qu'on parle du problème de l'eau? Il ne veut pas être filmé. Oui, je ne suis pas censé être filmé. Je ne suis pas ici pour être interviewé. Vous parlez de l'approvisionnement d'eau. L'approvisionnement de l'eau, oui. Vous voulez parler de l'évacuation des eaux. On devrait commencer par l'approvisionnement. Tu peux parler du programme de recyclage. On a un programme de recyclage. On récupère l'eau dans des réservoirs en acier et on peut la réutiliser pour la fracturation suivante. Comme ça, on minimise l'eau utilisée. Les ressources naturelles sont très importantes. Alors on fait notre possible pour que l'eau soit réutilisée, recyclée. Comme ça, on utilise moins d'eau pour les fracturations. Pas de réponse claire sur les risques de pollution des nappes phréatiques. Visiblement, la question dérange. Les Américains débattent des questions environnementales. Mais contrairement à ce qui se passe en Europe, chaque individu est propriétaire de son sous-sol. Et s'il y trouve du gaz ou du pétrole, il est sûr de s'enrichir. La production du gaz de schiste a fait naître de nouveaux millionnaires. Et elle a créé de l'emploi. 1 750 000 jobs entre 2006 et 2012. Dans la petite localité de Carlton,
la patronne de la chambre de commerce voit l'avenir avec confiance. La fracturation hydraulique n'est pas une nouvelle technique. Tout le monde prétend que c'est une nouvelle technique. Mais on fait de la fracture hydraulique en Ohio depuis 1950. Tous ces puits ont été fracturés. Et il n'y a jamais eu de contamination du sol ni de l'eau depuis 60 ans. L'histoire du type qui ouvre son robinet et c'est du gaz qui sort à la place de l'eau, si c'était ça le risque, je n'en voudrais pas. Mais si vous avez l'habitude, si vous avez 60 ans d'expérience... Ici, il y a 20 ou 30 kilomètres entre deux sites. Mais en Europe, la densité de population est très différente. Donc ça peut donner l'impression que les sites sont beaucoup plus proches les uns des autres, même s'ils ne le sont pas. On peut imaginer que les problèmes causés par le gaz de schiste soient beaucoup plus importants en Europe à cause de la densité de la population. Je vis dans cette communauté. J'ai 53 ans. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, sur 5 générations du côté de ma mère et de mon père, ils ont tous vécu dans cette communauté. Jamais je ne voudrais la voir souffrir. C'est une petite ville dans tous les sens du terme. Nous sommes une petite communauté et nous l'aimons. Nous voulons que ça continue. Nous ne voulons pas de problème. Ça peut faire que du bien à nos habitants. La révolution du gaz de schiste a été initiée par des petits producteurs indépendants. Mais aujourd'hui, tous les grands groupes pétroliers sont sur l'affaire. Le français Total s'est allié pour la circonstance avec l'opérateur Chesapeake. Au siège de la filiale, à Houston, on s'étonne de la vitesse et de l'ampleur du phénomène. Le prix du gaz aux États-Unis a très sensiblement chuté. On est passé, le gaz a perdu plus de 50% de sa valeur. Mais en contrepartie, on livre donc une énergie peu chère qui a bénéficié non seulement aux consommateurs, mais à tous les utilisateurs industriels et qui a donné un nouvel essor à la pétrochimie aux États-Unis. Donc oui, un essor très rapide et globalement on évolue dans un contexte où ce sont la logique économique domine sur la logique politique. Donc s'il y a un intérêt, s'il y a une opportunité, les choses peuvent bouger très rapidement. La prochaine étape pour les États-Unis, c'est l'exportation du gaz. C'est un renversement complet des tendances. Les Américains avaient construit des terminaux pour importer du gaz liquide. Ils sont en train de les reconvertir pour exporter du gaz de schiste. Ils changent donc les règles du jeu sur les marchés internationaux de l'énergie et de l'industrie pétrochimique qui en dérive. L'usine de Total à Port-Arthur est dirigée par un Français, Philippe Dolliger. Il a dû fermer la raffinerie de Dunkerque. Ici, il n'en croit pas ses yeux. J'ai travaillé 35 ans en France et en Europe, et arriver ici, c'est une révolution complète. C'est un autre monde. Le dynamisme, le pragmatisme, la compréhension des projets industriels que vous avez aux États-Unis et la rapidité de réaction de la profession. Il y a 5 ans, personne ne croyait à ça. C'était complètement impossible. En 5 ans, tout s'est construit. En Europe, malheureusement, on est un peu déçu par la lenteur, la lourdeur des choses, le fait que le monde politique intervient en permanence. Ici, les industriels ont une très grande liberté d'agir. Et c'est ce qui fait que énormément de projets d'investissement sont annoncés. Les 3/4 au Texas, 1/4 en Louisiane. On parle de 12 millions de tonnes de capacité d'éthylène, la moitié de la capacité européenne, qui vont être mis sur le marché d'ici 2020. On parle de 8 millions de tonnes de polyéthylène qui va être mis sur le marché d'ici 2020. C'est des chiffres énormes et de nouvelles unités qui vont démarrer. Ça veut dire que nos capacités en Europe vont être excédentaires? Ça veut dire que notre industrie en Europe devra s'adapter, soit en fabriquant des produits différents, parce que certains produits qui sont faits en faible quantité vont coûter cher à l'exportation, soit en innovant, soit en rationalisant ses capacités. L'industrie pétrochimique d'Europe peut trembler. Elle va subir de plein fouet la concurrence de ces nouvelles usines américaines, beaucoup plus compétitives. Le port d'Anvers est le plus grand pôle chimique du continent.
C'est le deuxième du monde derrière Houston. Avec plus de 10 000 emplois, il est en première ligne dans le jeu de massacre qui se prépare. Alors va-t-on attendre la nouvelle batterie de feu américaine pour réagir? Des chefs d'entreprise sont déjà sortis du rang. Le patron d'Ineos a écrit une lettre incendiaire à la Commission européenne pour lui dire que si elle ne réagit pas, notre industrie chimique disparaîtra dans les 10 ans. BASF, de son côté, vient de réduire ses investissements en Europe au profit des USA. C'est une première. Chez Lanxess aussi, la direction est inquiète. Et pourtant, avec sa production de caoutchouc et de plastique pour l'automobile, elle est moins frontalement touchée par l'effet gaz de schiste que les producteurs de matières chimiques de base. En tant que chimistes, nous sommes aussi impactés par cette révolution des gaz de schiste au travers du coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, pour nous, est un élément important de du coût total de fabrication d'un produit. Et bien évidemment, nous sommes impactés puisque nous avons des concurrents donc, en Amérique du Nord qui vont avoir ce coût de l'énergie à un niveau beaucoup plus faible. On parle d'un rapport de 1 à 3, voire de 1 à 4. Donc très clairement, ici, il y a une menace. Et pour y faire face, les consignes ont été renforcées pour économiser l'énergie au maximum. Lanxess compte aussi accélérer ses échanges de matières premières avec les entreprises voisines du pôle chimique anversois. Mais il faut aussi des solutions plus radicales. Le prix du gaz naturel en Europe est très élevé. Il est lié de manière historique au cours du pétrole. Il est déconnecté en fait du coût réel de production. N'y a-t-il pas un moyen pour lequel les autorités européennes pourraient nous aider finalement de reconnecter davantage en fait ce prix du gaz au prix de production et le déconnecter ou renégocier des contrats à long terme qui auraient pu être signés ici et là. Deuxième piste, c'est effectivement peut-être d'avoir une vision plus ouverte sur le gaz de schiste, sur son exploitation, une approche plus pragmatique en fait, sachant qu'au bout du compte, c'est un risque pour l'industrie si l'on n'agit pas. Et pourtant, l'Europe n'a pas pris attitude sur les gaz de schiste, alors qu'elle en a plus que probablement dans son sous-sol. Elle laisse à chaque État le soin de décider. L'Angleterre est partie, bille en tête. La France refuse jusqu'à l'exploration préalable. Nos industriels, même s'ils travaillent dans l'énergie verte, sont plus nuancés sur la question. Je pense que ce qui est très important, ce serait que l'Europe, en tout cas, ait une vision partagée. On se rend compte que, par exemple, la France est encore très nucléaire. L'Allemagne supprime le nucléaire, mais remplace par l'industrie de la lignite et du charbon. Donc peut-être que si on pouvait recréer une politique énergétique européenne bien structurée, ça serait quelque chose de très important. Je ne dis pas qu'il faut être contre le shale gas en Europe, mais il faut bien regarder où et il faut bien analyser le problème technologique qui est autour du shale gas. Mais de nouveau, c'est un produit qui est limité dans le temps. On pense en tout cas, nous autres, qu'il y aura besoin toujours d'avoir un mix énergétique. Il n'y a pas une seule forme d'énergie qui va résoudre tous les types de problèmes. À court terme, économiquement, c'est évident que c'est moins cher de travailler avec le gaz de schiste, par exemple, comme font les Américains. Par contre, est-ce qu'à très long terme, c'est pas mieux de commencer à investir dans les vraies énergies du futur? Pour le futur, l'Europe a fait un choix clair. Elle veut 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Et nos industriels l'ont pris au mot. 3 parcs de turbines offshore fonctionnent déjà au large d'Ostende. 4 autres vont suivre. Au total, 550 éoliennes seront installées avec la puissance de 2 centrales nucléaires. Le renouvelable couvre déjà 7% de nos besoins énergétiques et 14% dans l'ensemble de l'Union européenne. Et dans ce chantier du futur, nos entreprises se sont taillées une place de choix. Il y a le secteur de la construction de turbines et alors les câbles et tout ce qui est, disons, l'énergie électrique. Tout ça est un développement énorme et la Belgique peut faire à peu près 70%, 60-70% de tout ce paquet. Donc pour la Belgique elle-même, c'est un créneau de développement énorme. C'est devenu une très grande industrie européenne
un produit d'export qu'on peut exporter. On voit aussi maintenant des clients venant des États-Unis, du Corée, du Japon, de Chine. Donc pour nous, c'est vraiment l'avenir. Les Allemands et les Danois dominent le marché des turbines. Mais nous avons nos champions, avec les navires spécialisés du Belge DEME ou la plus grande éolienne du monde, placée par Alstom au large d'Ostende. Elle fait 2 fois l'atomium, avec des pales de l'envergure d'un Airbus. La Belgique est un peu pionnière justement dans le domaine, on le sait trop peu, donc le premier pays offshore c'est l'Angleterre, le deuxième c'est le Danemark et le troisième c'est la Belgique. Donc quand on se balade au-dessus des champs, on se rend compte que finalement on a déjà installé beaucoup de choses chez nous. C'est une expérience qui a été construite avec les industriels et je crois que c'est très très important que l'industrie belge puisse se positionner sur les grands projets qui vont venir même en dehors de la Belgique. Donc la Belgique aura installé, quand tout sera fait, à peu près 2000-2500 mégawatts. Mais on parle de projets en Allemagne ou en Angleterre qui ont 10 fois, 20 fois ce type d'équipement-là. Donc toute l'expérience qu'on est en train d'accumuler ici en Belgique sera à terme profitable et venant pour notre industrie et cette fois-ci à l'exportation. Une nouvelle industrie est en marche. Mais elle n'a créé jusqu'ici que 13 000 emplois. Et elle pose encore beaucoup de défis techniques, comme le stockage de l'électricité. Il faudra du temps et de l'argent pour trouver des solutions. Le choix du renouvelable est coûteux à court terme. Et à trop reposer sur les épaules des industriels, il pourrait être fatal aux secteurs les plus énergivores. Il ne faudrait pas que la transition énergétique signe la mort de l'industrie lourde. L'Europe manque d'énergie. Elle manque aussi de matières premières. Sur ce point, elle a fait un autre choix très clair, celui de la récupération et du recyclage. Plutôt que de mettre les déchets en décharge, elle oblige les industriels, comme les ménages, à les trier pour les revaloriser. C'est le point de départ d'une nouvelle activité économique où la société belge Comet a imposé son leadership. Établie sur le site de l'ancienne cimenterie d'Aubourg, près de Mons, elle est équipée d'un broyeur géant. C'est le plus grand d'Europe. Il faut savoir que dans le broyeur, on met plus ou moins 3000 tonnes. Pas uniquement de voitures, mais il y a 3000 tonnes qui rentrent dans le broyeur par jour. Comet parvient à valoriser 92% des déchets qu'elle reçoit. La matière récupérée est réinjectée dans le circuit de production. On parle ici d'économie circulaire. C'est une activité importante pour nous parce que toute l'économie de notre société est basée sur ces ressources secondaires, ces matières premières secondaires. C'est important également, par exemple pour l'Union européenne, parce que ça lui donne une certaine indépendance sur ces matières premières. Il n'y a pas de mines et de minerais importants en Europe, donc on doit beaucoup importer des matières premières. Ici, on a vraiment une mine de surface, une mine qui existe dans nos villes, dans nos campagnes, que l'on exploite pour réalimenter la sidérurgie, la plasturgie de ces matières. L'industrie lourde n'a pas dit son dernier mot. Les sidérurgistes, comme les producteurs verriers, rivalisent d'ingéniosité pour développer les tôles et les vitrages du futur. C'est à l'atome près que les vitres sont maintenant dotées de propriétés isolantes. Elles protègent aussi bien du soleil que du froid. Elles répondent aux normes les plus sévères des architectes et des constructeurs de buildings dans le monde entier. C'est une triangulation, la formule gagnante. Il faut produire localement, il faut transformer localement des produits à haute valeur ajoutée. Et pour avoir ces produits à haute valeur ajoutée, il faut un centre de recherche proche, performant. Si on perd un des 3 axes, c'est clair que les 2 autres seront à risque à moyen terme. AGC, comme ses concurrents, travaille pour relever les défis du futur. Dotée d'une belle équipe de chercheurs, elle développe les solutions technologiques de l'avenir. C'est primordial pour rester en tête. Et les innovations ne manquent pas. Ce verre est trempé chimiquement, ce qui permet de lui donner de
de la résistance mécanique, on ajoute à ce verre une fonction touch qui permet d'utiliser vos tablettes. À certains égards, on peut considérer qu'un vitrage sous vide soit aussi performant, voire dans certains cas plus performant que le mur de votre habitation. On a une application antibactérienne qui a été développée ici et qui permet d'éviter d'avoir des moisissures qui se développent dans votre frigo. Vous pouvez imaginer que l'on peut faire passer un certain nombre de messages commerciaux, par exemple, sur des façades de bâtiments complètes. Il y a eu des traits qui ont été faits au niveau de la couche par des traitements laser, mais dès que vous êtes à 2-3 mètres, on ne voit pas la connectique qui est nécessaire pour alimenter les LED. Si vous arrêtez d'innover, je pense qu'à terme, vous arrêtez de produire. Nos industriels ne doivent pas seulement innover, ils doivent aussi s'insérer dans des chaînes de production mondiales. C'est le cas de la Sapka, à Bruxelles. Ça, c'est un 330. Donc la partie arrière de cet avion est fabriquée par la Sapka. Tous les 2 jours et demi, tu te rends compte qu'on en sort un tel cône et qu'on livre à Toulouse. Et ça vient de Belgique. On peut être fier. Un bel ensemble. Magnifique. Hein? Magnifique. La Sapka navigue à bord d'Airbus, le champion européen de l'aéronautique. Elle est le fournisseur exclusif du fuselage des queues d'avion, le tail cone. C'est une de ses spécialités. On doit livrer un tail cone tous les 2 jours et demi. Donc vous imaginez l'importance d'avoir une chaîne automatisée qui suit. Et là-dedans, donc, vous avez des ensembles qui viennent de Roumanie, vous avez des ensembles qui viennent d'Inde, vous avez des ensembles qui viennent du Maroc. Et vous avez des ensembles, bien sûr, de la Sapka qui sont automatisés. Et la chaîne finale est ici avec l'inspection finale parce qu'on veut absolument avoir un produit qui soit inspecté en ligne finale et qu'on soit sûr du produit qu'on livre à Airbus. Le secret, vu l'importance des coûts salariaux en Belgique, c'est de confier à l'étranger les travaux les plus faciles et de garder ici la production la plus sophistiquée. Tous les travaux complexes, on les maintient ici en Belgique et il faut dire qu'avec les volumes qu'on a à produire, l'emploi grossit. Donc aujourd'hui, on est passé de l'ordre de 850 personnes à près de 1200 personnes à la Sapka. Les affaires tournent bien. Les constructeurs d'avions ne connaissent pas la crise. Mais il faut garder l'œil au compteur, parce qu'Airbus en veut toujours plus pour moins cher. Airbus a une pression sur les coûts de la part des acheteurs d'avions qui achètent énormément d'avions. Il y a des compagnies qui achètent 200 avions, 300 avions. Vous imaginez bien que ces compagnies-là demandent à avoir des prix extrêmement bas. Il y a la compétition entre Airbus et Boeing qui est permanente. Et à partir du moment où Airbus a une commande de 200 ou de 300 avions à des prix qui sont tout juste calculés, ben la pression revient sur nous. Donc moi, je peux vous dire que ça fait maintenant 20 ans qu'on me parle de diminution de coûts, d'amélioration de productivité, et ça ne cessera plus. Quand les marges se compriment, il faut se montrer productif pour rester dans la course. L'industrie de demain sortira aussi des laboratoires. Nous avons en Europe et en Belgique un savoir-faire reconnu dans la recherche médicale. De jeunes entreprises sont nées dans l'orbite de nos universités. 6 d'entre elles ont acquis une expertise dans les biotechnologies. Et une petite révolution se prépare dans leurs éprouvettes, avec la régénération des cellules. On pourra bientôt réparer des organes malades, comme le foie, en y réinjectant des cellules saines. La société Prométhera en fait le pari. Les cellules récoltées sont congelées et par la suite sont décongelées et formulées, c'est-à-dire donc préparées pour injection patiente, en déant des 6 heures. Sur le même campus, la société Cardio 3 cherche pour sa part à réparer le muscle cardiaque. Ses premières études cliniques sont un succès. Elle a déjà engagé 54 personnes pour poursuivre ses essais thérapeutiques. En commercialisant son traitement, elle pourrait créer 2 à 3 000 emplois. Le marché potentiel est énorme et ici, on a bien conscience des réalités industrielles. C'est bien beau la recherche et d'inventer des trucs formidables, mais en fin de compte, il faut qu'on puisse les produire. Et donc pour pouvoir les produire, il y a une compétence industrielle qui est importante, il y a une compétence de comprendre les processus et de les adapter à quelque chose qui, au départ, n'est pas industriel. Oui, c'est encore de l'industrie.
Même si on est au début, on commence à grandir, on voit qu'on y arrive. Mais ça n'est pas l'industrie dans le sens industrie telle qu'on la voyait au début du XXe siècle. C'est une industrie qui va développer ses propres normes, ses propres processus, ses propres profils. Et c'est une opportunité extraordinaire de participer à la naissance d'une industrie. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de faire ce genre de choses. Les atouts ne manquent pas pour rebondir. Mais pour réussir un redéploiement industriel, il faut s'y mettre tous, et tout de suite. Les activités qui sont mortes ne reviendront plus. Il faut soutenir celles qui persistent et encourager celles qui sont sur le point de naître. L'Allemagne et les États-Unis nous montrent le chemin. Ils ont apporté une réponse au coût de l'énergie et des salaires. À nous de trouver nos solutions pour assurer les emplois de demain.